voici aux Archives nationales, dans un lieu sublime avec la mémoire de toute notre histoire, pour précisément notre troisième émission sur l'histoire de la démocratie. Nous avons vu l'éclosion des Lumières qui a tout préparé, nous avons vu la Révolution américaine et la Révolution française qui ont tout bouleversé, et puis au XIXe siècle, tout se complique. Il faut aborder l'histoire, mais pas sur un ton triomphaliste. Il faut l'étudier, l'histoire, et pour ce faire, nous disposons d'archives presque infinies. Mais ça demande beaucoup de réflexion, c'est plein de complexité, c'est très controversé. Il y a donc comme un défi de comprendre la démocratie avec toutes ces luttes, tous ces avances, ces reculs, etc. Et effectivement, on constate que la France, les États-Unis ont suivi deux chemins très différents tout le long du XIXe siècle. Je dirais même pas seulement la France et les États-Unis, mais les États-Unis et l'Europe d'une certaine manière. En trichant à peine et en mettant l'Angleterre avec les États-Unis, ce qui finalement n'est pas tellement faux, et en gardant le reste pour l'Europe. Car aux États-Unis, jusqu'à la déchirure de la guerre de sécession, de la guerre civile, il y a quand même un mouvement relativement gradualiste. Tandis qu'en France, en Europe, c'est beaucoup plus une voie révolutionnaire. C'est d'abord au vrai début du 19e, en 1815, le retour de l'Ancien Régime, il faut bien l'appeler par son nom, le refus de la démocratie, puis ensuite, en 1848, des révolutions partout et la reprise du mouvement. Donc il y a bien une différence assez importante entre l'histoire démocratique aux États-Unis et l'histoire démocratique en Europe. C'est vrai, heureusement pour vous, vous autres Français, vous n'aviez pas l'esclavage. Et ça, c'est le crime essentiel, le péché horrible de la société américaine qui a explosé dans la guerre civile. Mais on va commencer par l'Europe, avec René Raymond, un des plus grands historiens français, qui revient sur ces cycles révolutionnaires du XIXe siècle. En 1815, la démocratie apparemment n'a pas d'avenir, car la chute de Napoléon et la défaite de la France, c'est aussi celle de la démocratie. Et les souverains sont bien décidés à reconstruire l'Europe sur des principes contraires, qui sont ceux de l'Ancien Régime, de la Restauration. Et le pacte de la Sainte-Alliance, qui est passé entre eux, constitue un engagement d'intervenir contre les pays qui souhaiteraient rétablir une certaine démocratie. Et de fait, à plusieurs reprises, l'Autriche ou la France interviendront ici ou là pour combattre les révolutionnaires. De surcroît, l'idée de démocratie n'est pas très populaire à l'époque. Elle est liée à des souvenirs qu'on s'empresse d'oublier. Pour les pays conquis, c'est la domination de la France. Et en France même, on distingue mal entre la démocratie et la pratique de la Convention et de la terreur. Si bien qu'il y a peu d'esprit à se réclamer à l'époque de la République et de la démocratie. La démocratie va peu à peu s'introduire en Europe. Elle le fera par deux voies distinctes. L'une qui privilégie une réforme pacifique et l'autre qui, au contraire, va donner la préférence à l'insurrection et à la révolution. La première voie est illustrée par le cas britannique. En Grande-Bretagne, une série de réformes échelonnées de génération en génération ont considérablement élargi le corps électoral. Or, au XIXe siècle, c'est l'élection qui est à la fois le symbole et le principe de la démocratie. Et à la fin du siècle, le suffrage n'est pas encore universel en Angleterre, mais il n'est pas loin de l'être. Mais dans la plupart des autres pays, c'est la Révolution qui va être l'instrument de la démocratie. Pour deux raisons. La première, c'est qu'on a affaire à un régime d'oppression et qui ne se laisse pas renverser et qui n'accepte pas de transiger avec le libéralisme. Donc il n'y a pas d'autre moyen pour le renverser que de recourir aux armes. Et comme de surcroît, un des éléments révolutionnaires, c'est souvent l'armée, on aura donc des pronunciamentos, des insurrections militaires dans un premier temps. Et puis finalement, des insurrections populaires en 1830 et en 1848. Ici ajoute d'ailleurs, compte tenu du climat de l'époque, que le romantisme exalte en quelque sorte l'appel aux armes. Il y a une sorte de religion
de l'insurrection, de l'insurgé, de la barricade, dont on trouve l'expression dans toute la littérature du temps, Gavroche et la barricade. Si bien que les progrès de la démocratie vont se faire en France, en Italie, dans l'Europe centrale, par une succession de révolutions qui renverseront les régimes et qui introduiront dans les institutions des éléments de démocratie. Dans un premier temps, les révolutions ne sont pas encore démocratiques, elles sont libérales. Et c'est dans un second temps seulement que la démocratie prendra le relais du libéralisme. Et la différence entre les deux est importante. Le libéralisme revendique les libertés, pas nécessairement pour tout le monde. Il s'inscrit à l'encontre de régimes de monarchie ou de réaction. Les révolutions de 1830 sont des révolutions libérales. Et la principale conquête, c'est la liberté d'opinion et la liberté de la presse. Ça prépare les voies à la démocratie, mais ça n'est pas la démocratie. Ce qui caractérise la démocratie par rapport au libéralisme, c'est une aspiration universelle. C'est de revendiquer la liberté pour tous. C'est l'égalité. Et pas seulement pour les élites, les notables, ceux qui peuvent se prévaloir d'une compétence ou qui sont riches. Et c'est 1848 qui marque la césure entre les révolutions libérales et la démocratie. 1848, il y a un très grand saut est franchi, car pour la première fois, une grande nation en Europe pose le principe du suffrage universel. Et c'est le suffrage universel qui est au XIXe siècle le symbole de la démocratie. C'est même le seul critère. Il suffit en quelque sorte qu'un pays adopte l'universalité du suffrage pour qu'on estime qu'il soit démocratique. On s'imagine à l'époque d'ailleurs que tout le reste s'en suivra et qu'il suffit de poser ce fondement pour que la démocratie, progressivement, s'étende à la société tout entière. « 1848, c'est donc l'établissement du suffrage universel dans un grand pays. C'est aussi le printemps des peuples. Et il faut prendre le mot peuple aux deux sens du terme. C'est à la fois le suffrage populaire, mais c'est aussi la nation. Car au XIXe siècle, l'idée de démocratie est étroitement liée à l'idée de nation et au sentiment national. Il y a un lien de réciprocité entre démocratie et nation. Dans les pays qui sont déjà indépendants, la démocratie, c'est l'unité contre la diversité, les régionalistes. C'est le cas en France. Les démocrates sont unitaires. C'est le cas en Suisse, où il y a une guerre civile qui oppose les cantons catholiques attachés à une solution fédérale et les cantons radicaux qui préconisent une constitution unitaire. Et quand Bismarck réalisera l'unité du Reich allemand, pour la consolider, il adopte le suffrage universel, car le peuple et la nation se confondent. Et dans les pays qui sont soumis à une domination étrangère, le combat pour l'indépendance est inséparable de la lutte pour la démocratie. Kossuth en Hongrie, Garibaldi en Italie symbolisent à la fois l'un et l'autre. Il y a un pacte en quelque sorte entre la démocratie et l'unité. Et que l'aspiration à l'indépendance, le mouvement des nationalités, se trouve travaillé pour l'instauration de la démocratie. Après les révolutions de 1848, la démocratie, ça s'agit. Le fleuve rentre dans son lit, en quelque sorte, et il n'est plus nécessaire de recourir à la violence armée pour combattre la réaction. Même à l'intérieur de régimes autoritaires, la démocratie progresse. Le Second Empire en est un exemple. Voilà un régime qui assurément est autoritaire, mais qui n'est pas antidémocratique, puisque le premier geste de Louis-Napoléon au moment du coup d'État est de rétablir une pratique démocratique du suffrage universel qui avait été un peu faussée ou viciée par une assemblée conservatrice et réactionnaire. Si bien que, génération après génération, la démocratie se coule dans les institutions, elle s'y installe, et en même temps les esprits s'y accoutument. L'apprentissage de la démocratie, le Second Empire, le Reich bismarckien, les citoyens français et les Allemands apprennent la pratique démocratique, l'élection, commencent à apparaître les premières formations politiques, les débats parlementaires, et le libéralisme et la démocratie se rejoignent en quelque sorte. D'autres pays font l'apprentissage de la démocratie dans le cadre
d'une monarchie constitutionnelle. La Belgique, les Pays-Bas, les royaumes scandinaves, la Grande-Bretagne, autant de pays qui sont engagés sur la voie de la démocratie et qui quelquefois même précèdent la France lorsqu'ils accorderont le droit de vote aux femmes, alors que la France l'a accordé aux hommes en 1848, mais sera l'un des derniers pays à étendre ce droit à la fraction féminine de la population. La France n'a pas voté depuis 9 ans. Et depuis 9 ans, bien des choses ont changé. Et les bureaux de vote, malgré tout l'appareil solennel du tapis vert, de l'isoloir et de l'urne, sont devenus très féminins, puisqu'au nombre des électeurs s'ajoute pour la première fois la foule des électrices. Toute la France, avec conscience, a voté. Monsieur Le Troquer, président du conseil municipal. La bonne religieuse. Maurice Thorez. Une gentille maman. Et si, comme toute l'armée, le général ne vote pas, voici Madame Charles de Gaulle. Une fois le fondement posé, le suffrage universel, il reste à en tirer toutes les conséquences, car on va mesurer progressivement que la démocratie, c'est pas seulement la réponse à ce problème politique, qu'elle comporte toutes sortes de conséquences dans l'ordre du politique et de la société. Et que d'ailleurs, pour être pleinement démocratique, le régime a besoin d'une société qui le soit aussi. Alors, peu à peu, les États vont étendre l'application à d'autres domaines, l'enseignement par exemple, avec l'institution d'un enseignement primaire obligatoire dont la gratuité est la contrepartie. La liberté des moyens d'information, en essayant de les démocratiser. La répartition équitable des charges, notamment les charges financières. Et on refond le système fiscal, on y introduit donc le principe de la proportionnalité, corrigé ensuite par la progressivité qui complète l'égalité par l'équité. C'est que la démocratie, on découvre que c'est l'égalité, ce qui implique une certaine solidarité et donc un début de protection sociale. C'est seulement le XXe siècle qui en tirera toutes les conséquences. Mais dès avant la Première Guerre mondiale, on commence à se rendre compte que la démocratie, ça n'est pas seulement une forme politique, c'est en fait tout un schéma d'organisation sociale. Alors René Raymond vient de nous faire traverser ce bouillonnant XIXe siècle dans sa partie européenne. Mais comment les choses se sont-elles passées de l'autre côté de l'Atlantique ? Eh bien, elles se sont passées mal, puisque tout a fini par une grande explosion au milieu du XIXe siècle, c'est-à-dire la guerre civile, qui a tué une quantité énorme d'hommes. Mais au début du XIXe siècle, il y avait quand même une certaine montée de la démocratie. Il faut se rappeler que la République américaine était bel et bien une république, mais elle n'était pas très démocrate. C'était l'avènement du président Jackson qui a déclenché toute une vague de démocratisation, ce qui a été suivi par la grande lutte pour la liberté des Noirs, des esclaves. Pour en parler, nous avons invité Sean Wilentz, professeur d'histoire à l'université de Princeton, grand spécialiste de la démocratie jacksonienne, de la culture populaire et qui va nous parler aussi de la guerre civile. Lorsque de Tocqueville effectue son célèbre voyage aux États-Unis en 1831-1832, il dit avoir rencontré autre chose que l'Amérique proprement dite, le vrai visage de la démocratie. Mais cette démocratie dont parle Tocqueville est alors très récente aux États-Unis. À la fin du XVIIIe siècle, la plupart des Américains montrent une grande méfiance envers l'idée de la démocratie et de ses applications. Il faudra encore une cinquantaine d'années pour que toutes les couches de la société américaine acceptent la démocratie comme un état de fait et y voient le symbole des valeurs américaines. 3 révolutions se sont avérées nécessaires pour que la démocratie y devienne universelle. Une révolution économique, une révolution commerciale et une révolution politique concourent à l'avènement du système démocratique américain. Vient s'y ajouter une révolution sociale qui se conclut par l'abolition de l'esclavage.
À la fin du XVIIIe siècle, le système politique américain est loin d'être démocratique. On considère alors que l'Américain moyen doit se conformer aux prises de position des autorités sociales ou intellectuelles du pays. De nombreuses mesures constitutionnelles contrôlent le pouvoir politique des classes moyennes, comme le principe du suffrage indirect pour les élections sénatoriales et présidentielles. Même après l'élection en 1801 d'un grand démocrate, Thomas Jefferson, l'Amérique n'a pas pour autant un régime démocratique. C'est à la suite d'une migration massive des populations vers l'ouest du pays et des graves problèmes économiques qui en résultent que les couches moyennes de la société américaine réclament une participation plus conséquente aux affaires publiques. Comme jamais auparavant, cette crise économique est l'occasion pour ces mêmes classes de se faire plus largement entendre. Les forces qui soutiennent alors le mouvement démocratique sont en majorité composées d'exclus, rejetés à la fois par l'élite des propriétaires terriens et par celle, plus récente, des compagnies commerciales. Ce mouvement s'impose d'abord à l'échelon local, puis au niveau national sous la présidence d'Andrew Jackson. Jackson, riche propriétaire d'esclaves, est néanmoins le porte-parole des idées, des passions et de la colère des classes moyennes. Il est élu en 1828. Sa présidence est marquée par de profondes mutations politiques dont témoigne la création du premier grand parti démocratique de l'histoire américaine, le Parti démocrate. L'ascension du Parti démocrate transforme la vie politique américaine. Les pères fondateurs, au moment de l'indépendance, se défiaient des partis politiques, pensant qu'ils pouvaient nuire à la cohésion de la nation. Mais avec les Jacksoniens, naît l'idée que la compétition entre les partis est nécessaire à la démocratie, car elle évite la formation d'une oligarchie. Dès 1840, les opposants de Jackson créent un autre parti démocratique, le Whig Party, dans le but de faire élire leur propre candidat, ce qui modifie profondément le paysage politique. Jusqu'alors calme, les élections font désormais l'objet de vastes joutes oratoires dans une ambiance de fête. Certains politiciens acquièrent une grande popularité en faisant acte de séduction et de familiarité envers la population. Le politicien Thor Loweed, membre du Whig Party, distribue des dizaines de milliers de cigares tout au long de sa carrière. La politique semble avoir largement investi la vie américaine. Alegría Macarena, que tu cuerpo para la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, Macarena. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo para la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, Macarena. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo para la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, Macarena. En dépit de l'évolution démocratique du régime sous la présidence d'Andrew Jackson, la politique reste l'apanage des hommes blancs. Le sentiment démocratique s'exerce au profit du système des partis et d'un électorat masculin et blanc. Dans les domaines de la religion, de la philosophie, de l'art ou de la presse, se manifeste une très forte aspiration à participer à la vie politique américaine. Partageant le sentiment de Tocqueville, certains craignent que le développement du niveau démocratique n'aboutisse à des formes de médiocrité, de nivellement par le bas. Cependant, nombreux sont les Américains, parmi lesquels le philosophe Ralph Emerson et le poète Walt Whitman, qui applaudissent à l'émergence d'un homme nouveau, doué d'une conscience démocratique. De nombreux mouvements favorables aux réformes sociales accompagnent les changements démocratiques, le plus important d'entre eux étant le mouvement pour l'abolition de l'esclavage.
À l'origine, ce mouvement abolitionniste était aussi impopulaire dans le Nord que dans le Sud, où l'esclavage était profondément enraciné. Toutefois, en abordant le problème de l'esclavage, ce mouvement abolitionniste développait un sujet, des idées et des oppositions qui devaient influencer la démocratie américaine. La migration de la population américaine vers l'Ouest met en exergue le problème de l'esclavage. Les sudistes, propriétaires d'esclaves, se prévalent d'un droit constitutionnel pour se déplacer vers l'Ouest avec leurs esclaves. Les nordistes, anti-esclavagistes, s'y opposent, alléguant le fait que l'esclavage pouvait très bien être interdit sur les nouveaux territoires. Les principaux courants politiques essaient de trouver un compromis, mais leur démarche n'aboutit pas. Le système politique américain est ébranlé par ces débats sur l'esclavage. Après la disparition du Whig Party, un nouveau parti anti-esclavagiste émerge en 1860 sous la direction d'Abraham Lincoln. Son élection à la présidence amène les sudistes à faire sécession et à établir leur propre république esclavagiste. La guerre civile qui résulte de ce désaccord n'a pas pour origine le problème de l'esclavage. Cependant, au cours de cette guerre, le président Lincoln prend fermement position en promulguant un acte d'émancipation qui entame le processus d'abolition de l'esclavage. La démocratie américaine est confrontée, avec l'abolition de l'esclavage, à de nouveaux problèmes. Se posent alors de grandes questions. Que deviendront les anciens esclaves? Seront-ils des citoyens de plein droit? Ce débat divise profondément l'Amérique. À l'issue de la guerre, les esclaves, désormais affranchis, sont autorisés à participer à la vie politique. Mais dans le courant du XIXe siècle, leurs droits sont si sévèrement réglementés qu'ils sont pour ainsi dire réduits à néant. Au même moment, d'autres Américains, en particulier les femmes et les salariés, luttent pour que la démocratie concerne un nombre encore plus grand de citoyens. Ces problèmes s'intensifient avec la révolution industrielle de la fin du XIXe siècle qui allait transformer durablement l'économie américaine. Quel ordre démocratique serait le plus approprié à cette nouvelle société industrielle post-esclavagiste? Ces questions animeront la politique américaine jusqu'à la fin du XIXe siècle et se poseront encore au XXe siècle. Alors, finalement, le début du XIXe siècle, ça commence très mal pour la démocratie. Elle est vaincue. L'ancien régime est revenu. L'ordre ancien a triomphé. Et puis le XIXe siècle se termine plutôt bien pour la démocratie. Elle triomphe un peu partout en Europe. La question de l'esclavage a été résolue aux États-Unis. Est-ce que le progrès maintenant va être enfin simple, accepté, continu? Parler de progrès, c'est vraiment semer des doutes. Je reste très sceptique en ce qui concerne le progrès. Pourtant, libérer des esclaves, créer un régime républicain et se libérer finalement de cet ancien régime, c'est un certain progrès, il faut bien le dire. Mais je pense que nous avons constaté tout au cours de cette émission que la démocratie est d'abord une lutte continuelle avec des avances, des reculs. La victoire n'est jamais évidente. Et cette lutte va être perdue au XXe siècle par deux grandes catastrophes, le totalitarisme. C'est l'objet de notre prochaine émission.